petit département, non, grand département. On est un des départements où on a encore aujourd'hui quasiment le plus d'exploitations, donc il y en a 9700. 15 000 actifs, 10 000 saisonniers, 33 hectares d'SAU par exploitation, c'est-à-dire bien moins que la moitié, la moyenne nationale. Et la France, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est aussi cette diversité. Diversité d'exploitation, diversité de statut, diversité d'engagement dans un métier. Mais dans tous les cas, ce département a la particularité d'être riche de l'ensemble de ses productions. Mais dans tous les cas, c'est un département qui est complexe politiquement, parce que deux identités, Pays Basque et Béarn, mais complexe parce que nous ne sommes pas beaucoup, comme partout, pour défendre beaucoup de dossiers. Voilà, donc la diversité de tous les produits et beaucoup de très bons produits et beaucoup de signes officiels de qualité. Donc je reviens à votre question, faut-il encore croire en l'agriculture? Déjà, d'essayer de répondre à cette question, mais je n'ai pas voulu en fait répondre à la question. Je considère que pour ça, d'abord c'est présomptueux, c'est difficile, c'est pas à ma hauteur. Et je me suis dit qu'il valait mieux peut-être vous amener quelques éléments de réflexion pour que vous fassiez votre propre analyse et votre propre jugement. Je me suis inspirée d'abord d'une citation. Je suis allée chercher une citation d'Olivier de Kersauzon parce que je trouve que rien de mieux qu'un homme de la mer qui a le temps de penser, moi j'ai peut-être pas toujours le temps et assez de temps pour penser, pour nous amener un peu de vision. Et là, il nous parle d'agriculture, ce qui me va bien. Et sa citation, c'est « Toutes les idéologies politiques qui ont voulu modifier le monde paysan ont échoué, parce que le monde paysan ne peut être géré par des théories, il est régi par la réalité. » Je trouve que cette citation, elle est, alors, parfaite. Parfaite dans le sens où le politique, et on va en parler beaucoup, et je vais quand même ouvrir mon propos là-dessus, parce que d'abord j'ai des mandats, et donc je suis pleinement dans le débat politique sur l'agriculture à tous les instants, où le politique nous offre des stratégies, nous présente sa réalité, sa vision. Sa vision à demain, c'est celle que vous demandez, quelle sera-t-elle? Et derrière ça, il y a des réactions, c'est celle du monde paysan. J'ai essayé d'amener les deux. Les stratégies politiques après 2027, on y est là, ça y est, on va ouvrir là l'écriture de la prochaine politique agricole. On vient juste de commencer celle de 2023-2027, on vient juste de finir de poser les dossiers, on n'a pas encore la fin des premiers paiements, on a encore les outils informatiques qui ne fonctionnent pas, il faut quand même être réaliste. Aujourd'hui, la région n'arrive pas à gérer les dossiers PAC, l'État n'y arrive pas, mais ça y est, on commence à parler de la prochaine, elle arrive, les paris sont ouverts. Donc l'Europe, c'est les compromis géopolitiques. Quand on a mis en place l'Europe, après la guerre, parce qu'on voulait la paix, et on voulait répondre à 3 valeurs. C'est toujours les mêmes, la paix, la croissance économique et le développement durable. Hormis que, à l'époque, on a tout posé sur l'alimentation. Et la présentation de Vincent tout à l'heure était vraiment sur l'alimentation. J'ai vraiment entendu parler d'une France, face à d'autres pays, sur la fonction alimentaire. Ah mais c'est plus ça aujourd'hui. L'Europe, elle n'est plus là. L'alimentation, mais 30% du budget, l'agriculture. Il y a 2 autres enjeux forts. Il y a la cohésion des territoires, et vous avez évoqué tout à l'heure la problématique des pays qui attendent à manger, et qui sont aujourd'hui en situation de passer la Méditerranée pour venir chercher peut-être quelque chose de mieux chez nous. La cohésion des territoires, c'est un enjeu européen très fort. Et le 3e enjeu, c'est, on va dire, tout le reste. Et il y a quelque chose qui est en train de monter quand même fortement, c'est toute la partie sanitaire, santé. Parce que c'est une problématique, et que l'autonomie et la dépendance sur le médicament aujourd'hui est un des enjeux qui est en train de monter, mais ce n'est pas le seul, bien sûr. Mais voilà, ça veut dire que ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'aujourd'hui, sur la politique agricole, en fait, on n'est plus tout seul dans le jeu. Et quand on nous parle de dire que l'agriculture, c'est la variable, c'est l'axe premier européen, c'est loin d'être le vrai. Et c'est sûrement encore au moins vrai en 2027 que ça le sera aujourd'hui. Bien que Mme von der Leyen nous a dit ces 100 prochains jours, c'est pour l'agriculture. L'Europe, à 27, bientôt 28 peut-être. 10 ambitions pour l'agriculture aujourd'hui. Il faut garder à l'esprit qu'il y a vraiment 3 gros pôles. Il y a le développement territorial, il y a la compétitivité et il y a la protection de l'environnement. Le vert, là, il a régi quasiment les 2 dernières politiques agricoles. Et aujourd'hui, je peux déjà vous l'annoncer, même si ce n'est pas bien dessiné au niveau européen, on sait que le vert restera un des axes forts. Alors quand je dis vert, j'ai rien contre en soi. Simplement, c'est que dans la mise en œuvre, il faut qu'on soit sur des politiques qui nous permettent d'avoir effectivement des cohérences. Le 28e, l'Ukraine. Ça a été évoqué, je ne vais pas revenir dessus. Simplement, il est là et il présente déjà des réalités. L'Ukraine,
c'est de l'importation, aujourd'hui, vers l'Europe. Ce n'est pas ce qu'ils veulent. Hein. Aujourd'hui, les Ukrainiens, et je ne suis pas la mieux placée pour en parler, mais on le sait très bien, sont plutôt tournés vers le monde que vers l'Europe. Par contre, déjà sur le marché français, on le sent. On l'a senti avec le poulet, on l'a senti avec le maïs. Et ça fait craindre pour la France et pour nos éleveurs à nous, aujourd'hui, quelque chose qui n'est vraiment pas, on va dire, très visible et très lisible. Mais peut-être que politiquement, effectivement, on ouvrira à l'Ukraine et ça amènera dans le périmètre territorial de l'Europe un acteur fort au niveau agricole et un acteur qui viendra quelque part avec qui il faudra qu'on puisse négocier et parler pour trouver des compromis. Hormis que, derrière, il faudra aussi qu'ils rentrent dans les cadres qui sont ceux de l'Europe. Alors j'ai voulu volontairement vous amener quand même à un moment donné quelques éléments chiffrés. Le budget de l'État, c'est 812 milliards. Le budget agricole, avec une augmentation qui nous apparaît là, plus 17% sur le dernier budget, c'est 7 milliards. C'est 0,8% du budget de l'État. Est-ce qu'on peut, avec ça, construire une stratégie politique qui nous permet d'aller chercher la souveraineté, qui permet d'équilibrer les territoires, de former les jeunes? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, on a vraiment des grosses faiblesses. Et je ne ferai là juste un focus sur ce qui sera demain, c'est-à-dire nos jeunes. Vous évoquiez tout à l'heure la formation. Quand on regarde aujourd'hui le cursus de formation de nos jeunes, c'est la durabilité. Il n'y a plus de technique. Donc aujourd'hui, vous avez des jeunes qui peuvent être de super businessmen, qui peuvent avoir ouvert, entre guillemets, leur chakra, plein de choses. Par contre, techniquement, c'est souvent des gens qui ont besoin d'être accompagnés. Quid de l'accompagnement technique? Qui, aujourd'hui, va opérer l'accompagnement technique? France Agrimaire a supprimé tous les crédits sur l'accompagnement des structures. Il n'y en a plus. Un autre sujet sur le financement de l'agriculture, c'est la PAC. Alors, on en entend beaucoup parler. C'est 9,5 milliards. Donc, en clair, sur le budget de la France, allez, on va faire courir le curseur, on va dire qu'on arrive à 2%. 2% du budget de l'État revient au monde agricole. Et quand je dis la PAC, attention, attention, derrière, il y a la ruralité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur les financements leaders, par exemple, mais pas que, je sais très bien où vont les crédits. Aujourd'hui, la ruralité, on va mettre juste la petite note qui fera qu'on pourra voir apparaître le A, qui fait que les crédits vont pouvoir être utilisés. Mais l'enjeu n'est plus agricole sur le rural, et ça, c'est une certitude pour nos élus. On a vu quand même un État français qui parle d'agriculture, une Europe qui parle d'agriculture, mais avec un engagement financier et humain derrière ça, qui est quand même relatif. Et nos éleveurs et nos agriculteurs, qu'est-ce qu'ils disent, eux? C'est quoi leur réalité? Aujourd'hui, la première réalité, pour moi, c'est déjà de se dire, OK, il y en a une, c'est le climat. Ça a été évoqué. Alors le climat au sens large, qui se réchauffe, qui se refroidit, je ne sais pas. Pluviométrie moyenne, 1500 mm. On a pris plus 15%. Et encore, en moyenne sur les 10 dernières années. Les canicules, on est arrivé à des 42,9. Ce n'est pas du tout habituel ici. Quand je parle de canicules, sur 2022, il y en a eu 4 sur des périodes de 15 jours dans la Nouvelle-Aquitaine. Ça a généré quoi? Ça a généré du stress hydrique, ça a généré des non-fécondations, ça a généré de la mortalité chez les animaux, ça a généré des réorganisations d'exploitation, ça a généré de la décision. Et nos jeunes, qu'est-ce qu'ils font en fait là? Eh bien, ils regardent ce qui se passe. Et ils se disent, mais là, si ça se réchauffe, je vais planter des choses qui vont exister demain. Alors là, je fais partie de la Chambre d'agriculture, donc j'étais, devoir oblige, en commission calamité. On est allé voir des noisetiers. Les noisetiers, il paraît qu'il faut les irriguer. Chez nous, on n'a pas besoin parce qu'il pleut. On a vu une parcelle de 10 hectares, tout a crevé. C'est tout a crevé. Un hiver où on a eu un excès d'eau, c'est terminé. Donc l'implantation, je ne vais pas vous dire la valeur de l'implantation d'un noisetier, vous pouvez imaginer. Derrière, la personne a fait un choix, elle a défini une stratégie, elle est allée à l'échec. Donc ce questionnement sur comment je m'adapte à tout ça, il est posé pour chacun. Par contre, nos jeunes, ils y réfléchissent. Mais la question, c'est comment ils sont accompagnés. Comment on les accompagne dans l'investissement, dans la prise de décision là-dessus. Alors le graphe, là, vous pouvez le regarder dans la globalité, mais simplement ce qu'il faut comprendre, c'est que la grosseur des bulles, c'est le périmètre national concerné, donc de plus en plus, et l'intensité. Voilà, donc on voit bien qu'effectivement, autour des années 2000 et après, on a quelque chose qui se précise sur l'intensité des calamités. Les calamités sur la France, pour l'État, c'est 453 000 millions d'euros, pardon. Mais l'État mobilise en tout, avec l'interventionnisme, 2,5 millions d'euros. C'est beaucoup. C'est aujourd'hui 50% du budget agricole. Et aujourd'hui, ils ne savent pas comment ils vont intervenir. Quand je dis calamité, ce n'est pas que calamité céréale. Vous allez me dire, c'est assurable. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout le sanitaire. Aujourd'hui, l'influenza aviaire.
la MHE, la FCO, la peste porcine, enfin je vais les passer toutes, mais je veux dire, on a des problématiques qui sont animales ou végétales. On se retrouve avec des situations où on sollicite les fonds. Le FMSE, 15,5 millions d'euros, c'est les éleveurs qui le financent. Enfin, pardon, pas les éleveurs, les agriculteurs au global. Aujourd'hui, l'État est en train de dire, hop, on pourrait solliciter encore un peu plus le FMSE, aller sur les fonds privés, enfin, professionnels, pour essayer d'intervenir. L'assurantiel. S'il y a une volonté aujourd'hui de développer l'assurantiel, c'est bien que pour que chacun, à un moment donné, assure tout seul ses risques. 2022, on avait 25% des surfaces qui étaient couvertes, même pas, et on avait 100% de la cotisation qui a été consommée par les sinistres. Donc ça veut dire que l'assurance ne fonctionnait pas. 2023, elle s'est rééquilibrée. Pourquoi? Parce qu'on y a rajouté les prêteries. Ça ne va pas durer. Hein. Vu comment fonctionne le dispositif, je peux vous dire qu'elles vont très vite disparaître. Deuxième des réalités, la souveraineté alimentaire et les échanges internationaux. C'est qu'on est dans un équilibre permanent. Nos éleveurs, nos agriculteurs, ils sont toujours en train de se dire « mais quelle est la stratégie qui me donnera de la visibilité à demain ?» Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est l'engagement contractuel. La capacité de se dire « dans 5 ans, je sais où je vais ». Je sais où je vais. Je vais investir dans mon élevage, je vais y mettre des fonds, il faut que je sois en capacité de savoir où je vais. Aujourd'hui, à la fois par la situation de l'échange international et la situation de l'engagement où en fait la France, et ça a été dit, a aussi derrière une fonction de marché libre et aussi exportateur, fait qu'on se retrouve très rapidement dans une situation où les échanges internationaux deviennent pour nous une inquiétude, mais une inquiétude très forte. Par rapport à ce tableau, bon, il est accessible, tout le monde a pu le voir. Il y a deux choses pour moi qui sont intéressantes et pour lesquelles on n'a pas assez de capacité à mesurer la pertinence. Et on le voit très bien sur les céréales cette année. C'est la problématique du stockage. Aujourd'hui, en France, on considère qu'on doit avoir du bilan alimentaire à l'équilibre. C'est-à-dire qu'on n'anticipe pas ce qui sera une crise. Et on l'a dit, on considère que le marché international va l'assumer. Mais ça ne marche pas comme ça. Et ça ne marchera pas comme ça. Parce qu'on est dans un marché dans lequel, à un moment donné, le prix sera la variable d'ajustement. Et on n'aura pas la capacité d'y aller. Et la deuxième problématique, c'est la montée en gamme. Et on le voit très bien sur le poulet. La montée en gamme a fait qu'on a monté, parce qu'on a dit aux agriculteurs, il faut que vous fassiez des produits qui seront à valeur ajoutée. Vous avez monté vos qualités, donc allez-y, soyez assurés de ça. Mais derrière, en fait, les marchés, on va chercher des marchés export si on est capable d'aller les chercher. Mais dans tous les cas, on est inondé de marchés importation parce qu'on n'est pas en capacité, nous, de répondre à la demande française. Alors, quid de ce qu'on va faire demain? Quelle agriculture on veut? Nos jeunes, ils s'en fichent. Moi, j'ai beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent « moi, je veux faire du marché ». Du marché. Mais si je veux faire du marché, je veux du contrat. Et du contrat en intégrant mes coûts de production. Parce que si je n'ai pas cette démarche-là, je ne suis pas en capacité de considérer que tout ça aura du sens. La troisième des réalités à laquelle on est confronté tous les jours, c'est que l'homme n'a plus le pouvoir exclusif de la nature. Aujourd'hui, la problématique que l'on a, c'est que dans la société, on considère que la nature qui est autour de nous devient quelque chose de sacré. Et j'emploie volontairement le mot. Sacré à tel point que ça va avoir des répercussions dans toutes nos décisions. Alors ça en a sur la PAC, il n'y a pas de souci, ça on l'a bien intégré, mais ça n'a pas que là. Aujourd'hui, on a défini des zones à protéger. 30% du territoire français doit être donc, en zone protégée, 10% en zone hautement protégée. Et quand on parle de zones hautement protégées, c'est des zones naturelles, dites naturelles, sur lesquelles l'homme n'aura plus d'intervention. Et ça ne s'arrête pas là. Dans vos entreprises, vous avez intégré la RSE. Et vous avez intégré, effectivement, derrière cette notion environnementale. C'est bien, c'est très bien. Mais ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, dans cette vision de naturalité, on est en train d'éduquer nos enfants à comprendre que dans la nature, il faut respecter toutes choses, ce que je partage. Et on est en train d'expliquer à nos enfants que l'homme est un animal parmi les animaux. Le graphique que je vous ai montré là, c'est une étude qui a été faite auprès des CM1. Ils leur ont demandé la reconnaissance des espèces. Et les enfants, alors j'ai participé à quelques colloques, et entre autres un où ça a été présenté, et les enfants ont présenté l'homme comme une espèce qui n'était pas en fait du règne animal. Le retour des enseignants et des intervenants là était de dire attention, c'est un danger. Non pas parce qu'ils ont fait une erreur de classement, c'est pas ça le problème. C'est qu'on considère que l'homme est supérieur aux animaux. Et donc il faut neutraliser ça et ramener l'homme à sa juste place au milieu des animaux. Donc en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, l'homme et le ver de terre ont les mêmes droits, les mêmes devoirs. Le code de l'animal, qui existe en Belgique, est fortement quand même étudié dans notre pays. Et on est en train
doucement, de faire évoluer les consciences vers une capacité à voir autrement la nature, ce qui est très bien, mais attention au travers. Aujourd'hui, les premiers prescripteurs de documents à destination des enseignants, ce sont des associations environnementalistes et naturalistes. Quatrième des points sur lequel je voulais terminer, effectivement, 9 milliards d'habitants. Il nous faut nourrir la nature. Mais là où tout ce qu'on a vu tout à l'heure doit nous interpeller, c'est que quand on est en train de nous dire les animaux sont pollueurs, on a une problématique de bien-traitance, etc. On est en train de servir une cause qui est supérieure à tout ça, mais qui est en sous-marin, qu'on ne voit pas arriver, qui est quand même très 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 bien intégrée au niveau de la Commission européenne, ce qu'on appelle l'agriculture cellulaire. Alors jusqu'à aujourd'hui, on nous parlait d'alimentation cellulaire, maintenant on nous parle d'agriculture. Tiens donc, ça évolue. Alors là, plus besoin de vous, ni de moi. C'est plus dans les champs, c'est plus dans les étables. Ça se passe ailleurs. Ça se passe en laboratoire. L'histoire, elle a débuté il y a bien un moment, en 2013. Aujourd'hui, en France, BPI a levé en 2022 15 millions d'euros. Alors c'était pour la société Gourmet, c'est pour faire du foie gras cellulaire. Aujourd'hui, on est capable de faire du yaourt cellulaire. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin du lait qu'on transforme en yaourt. On fait du yaourt cellulaire, on fait du fromage cellulaire. Et quand on regarde la courbe de la protéine, parce qu'on avait effectivement vu que les pays émergents ont besoin de manger, et manger bien, et en général, quand on a un peu de pouvoir d'achat, on a envie de manger de la protéine, parce qu'on sait que ça nous rend quand même un peu plus fort, et il paraît que ça nourrit aussi nos cerveaux, donc ça nous donne aussi la capacité peut-être d'aller un peu plus loin. Quand on regarde les courbes, c'est pas la protéine végétale qui va... Alors elle va croître un peu, mais pas en rapport à ce qui est en train d'arriver là. Et ce qui est en train d'arriver là, ça va aller au-delà de votre assiette. Alors oui, ce ne sera pas tout le monde qui en mangera, j'entends bien. Ça va être les repas hyperprotéinés, ça va être le grand âge, ça va être les petits-enfants. C'est-à-dire là où il y a de la valeur économique sur un prix de repas. Ça va être aussi ceux qui ont envie de manger en respectant la cause animale, parce que cette expérience-là n'aura pas de maltraitance animale. Ça va être aussi une occasion de réduire les gaz à effet de serre. Ça va être une occasion d'améliorer la consommation de terre. Ça va être une occasion de réduire les antibiotiques. Franchement, c'est plaisant quand même. Il y a un avenir là. Alors, je pense que nos jeunes, c'est pas celui-là qu'ils attendent à venir. On a construit un manifeste sur l'élevage pour expliquer tout ce que fait l'élevage en dehors de l'alimentation, parce qu'il faut aujourd'hui réexpliquer à la société qu'il y a d'autres fonctions que ça. Mais je voudrais ramener 2 autres propos. Aujourd'hui, nous, quand on parle, alors on n'est pas très bons, les agriculteurs, pour communiquer, je partage. Par contre, quand on parle, on nous a toujours dit, vous allez communiquer, il faut que vous parliez à des gens qui vont comprendre votre langage. Allez, grosso modo 10 ans. C'est plus 10 ans aujourd'hui, c'est 3 ans. On reçoit sur nos fermes. On a créé, nous, des moments où on fait venir chez nous. Alors, on n'est pas en business plan, on ne vend rien. On vend que de la com. On vend de notre expérience, notre histoire, volontairement, avec l'Office de tourisme. Les questions qu'on vous pose, ils arrivent tous, ils commencent à beugler parce que les vaches beuglent dans les étables. C'est le silence chez nous. Par contre, ils sont nourris par les films. Ils vous posent la question, ils pensent que les prairies, elles sont entretenues avec des tondeuses. C'est la réalité du monde dans lequel on est. Et ils vous le disent. Ils se posent la question pourquoi on laisse... Alors, bon, messieurs, vous restez calmes. Pourquoi on laisse le taureau avec les vaches? C'est pas possible, mais il ne va pas arrêter le taureau. Il est toujours en train de faire ce qu'il faut. Non. Voilà. En fait, on a des visions complètement tronquées. Ils ne savent plus dans quel monde on est. Alors, quand on leur parle d'agriculture ou d'alimentation avec des messages qui sont audibles et simplistes, mais banco, c'est gagné. Donc, on a un travail. Il va falloir qu'on rame beaucoup, mais tous ensemble. Parce que là où c'est très grave, et là je vais finir là-dessus, en termes de messages, après je vais envoyer un peu de positif quand même, ce qui est très grave, c'est que dans notre territoire, et ce département-là, c'est le territoire où il y a le plus d'alertes à l'environnement. Retour de la DRAF Nouvelle-Aquitaine. Il y a 2 cellules qui existent au niveau des préfectures, une sur la maltraitance animale et une sur l'atteinte à l'environnement. L'atteinte à l'environnement, dans ce département, en juillet 2023, chaque jour, il y a eu 150 alertes données à l'environnement. Il faut le faire quand même. 150. Ils sont submergés. On est à la plus belle période de la France. La délation, elle est partout. On est submergé d'attentes permanentes là-dessus. Donc, si on ne reconstruit pas pour nos jeunes de la réalité positive, si on ne leur dit pas,
vous avez de l'ambition, vous avez envie, il y a des challenges, il y a du marché, banco, on croit en vous. Mais on croit en vous, c'est vous qui le direz. Parce que si vous ne leur dites pas, je peux vous dire que leurs parents, et surtout leurs mères, ont oublié de leur dire. Elles ont tellement vu leur père, effectivement, se poser la question de dire comment je fais face à ces 4 réalités, qu'elles ont perdu la foi en ce qui sera demain. Donc d'abord, aujourd'hui, c'est vous partenaires. Ne les regardez pas en disant quel, entre guillemets, bilan je vais faire chez lui cette année, mais comment je lui donne espoir pour que demain il ait envie d'envoyer son fils.